Et on se retrouve à présent en plateau à Paris pour ce dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et chaque mois, nous recevons pour un décryptage économique le professeur économiste Michel Rumi, économiste associé de SPAC, avec nous en visio. Bonsoir, bienvenue Michel. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous éclairer sur le thème de l'indépendance des banques centrales, un sujet qui est brûlant d'actualité avec évidemment les coups de boutoir de Donald Trump et de son administration contre la Réserve fédérale américaine. La première question étant historique, Michel, depuis quand parle-t-on d'indépendance pour les grandes banques centrales ? Mais en fait, on s'est déjà posé cette question au moment de la République de Weimar en Allemagne, c'est-à-dire pendant les années 20. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, entre 1913 et 1923, eh bien, l'inflation a atteint près de 750 milliards de pourcents. Et donc, ça a montré les dangers d'une banque centrale soumise aux besoins budgétaires d'un gouvernement. Et puis, bien sûr, plus récemment, c'est dans les années 70 où on a mis, les économistes ont mis en lumière ce qu'on a appelé l'existence d'un biais inflationniste, c'est-à-dire lorsque la politique monétaire est laissée à la discrétion des pouvoirs politiques. Et en effet, eh bien, les gouvernements, tout en affichant un objectif de stabilité des prix, eh bien, pouvaient être tentés pour des raisons électorales, de mener une politique monétaire accommodante pour créer des emplois à court terme. Alors, c'est très bien cette stratégie, mais elle a été prise en compte par les agents économiques et intégrée dans leur cycle de négociation et donc dans la fixation des prix. Et donc, ces anticipations ont poussé les salaires et les prix à la hausse, ce qui a provoqué une inflation supérieure à celle souhaitée par la Banque centrale. Et donc, l'élimination de ce biais a été suggérée par l'indépendance des banques centrales vis-à-vis des aléas de la conjoncture politique, mais aussi des calendriers électoraux. Et c'est ça qui est très important. Comment est-ce qu'on caractérise le degré d'indépendance des banques centrales, Michel ? Très bonne question. C'est que plusieurs facteurs ont exercé une forte influence sur l'indépendance et les objectifs des banques centrales. Et dans les années 90, la plupart des banques centrales dit avancées ont adopté un statut d'indépendance qui va reposer sur 4 domaines et qu'on retrouve d'ailleurs au niveau de la BCE. D'abord, il y a dans le domaine institutionnel, il est interdit aux banques centrales nationales de solliciter des instructions des institutions communautaires et des gouvernements des États membres, etc. Et à l'inverse, les gouvernements des États membres ne doivent pas chercher à influencer les membres qui prennent des décisions au niveau notamment des banques centrales. Et puis au niveau du domaine personnel, en fait, on a considéré que les décisionnaires d'une banque centrale nationale doivent disposer d'un mandat d'une durée au moins égale à 5 ans, et ils ne peuvent pas être démis d'une fonction. Et donc, du coup, ça permettait une stabilité de la politique monétaire et en même temps, ces personnes ne devaient pas avoir une activité rentrant en conflit avec leur mandat au niveau de la Banque centrale. Et puis, au domaine indépendance financière, les banques centrales doivent disposer d'un capital suffisant et de ressources propres pour ne pas demander, on va dire, de l'argent aux organes, par exemple, à la Commission européenne, pour la BCE, etc. Et donc, elles ne peuvent pas recevoir également aussi des capitaux de la part des États. Et puis enfin, le dernier, c'est le domaine opérationnel, c'est-à-dire que chaque banque centrale a l'obligation d'avoir comme objectif principal, mais non unique, le maintien de la stabilité des prix. Et tout cela fait que cela concourt à avoir une certaine stabilité, une certaine indépendance des banques centrales. Je reviens à l'histoire et à l'expérience allemande d'hyperinflation d'entre-deux-guerres. Michel, comment est-ce que ça a influencé effectivement l'idée de l'indépendance des banques centrales ? Quel est le modèle qui a été choisi pour garantir cette indépendance ? Et là, c'est ça qui est très important parce que, comme je l'ai dit, avec une inflation à près de 750 milliards, eh bien, l'Allemagne a dû prendre des restrictions et de faire des choses. Et donc, la BCE a pris ce modèle de la Bundesbank comme argent comptant parce qu'elle a considéré que c'était un facteur de succès. En effet, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que lors de la création de la BCE en 1998, l'Allemagne était déjà le leader économique incontesté de l'Europe. Et on a expliqué ces bonnes performances économiques de l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que le fait que les autorités allemandes ont été traumatisées par les conséquences de cette hyperinflation des années 20. Et du coup, après la Seconde Guerre mondiale,
eh bien, la Bundesbank a été conçue comme une institution indépendante et dans son article 2, on disait que le Deutsche Mark devait être défendu sur, je dirais, l'inflation interne et externe, c'est-à-dire la parité également des taux de change. Et donc, cette construction a fait que le pays était très prospère du fait de cette, je dirais, indépendance de la Banque centrale. Et donc, c'est pour cela que la BCE a choisi comme objectif prioritaire la stabilité des prix, qui contribue également aussi à la croissance et à l'emploi. Ouais, l'objectif suprême, supérieur de la Banque centrale européenne qui reste celui de la stabilité des prix, un peu différent du point de vue de la Banque centrale américaine. Comment est-ce que les choses se sont déroulées justement pour l'indépendance de la Réserve fédérale, Michel? Eh bien, autant l'Allemagne avait été traumatisée par, je dirais, cette hyperinflation, eh bien, les autorités américaines, les États-Unis ont été profondément traumatisés par la Grande Dépression, la crise financière de 1929, et par les longues files de chômeurs qui demandaient un travail ou qui avaient besoin d'aide, etc. C'est un peu les schémas je dirais, de la soupe populaire. Et d'ailleurs, à cet égard, il faut relire Les raisins de la colère de Steinbeck pour vraiment bien comprendre ce traumatisme. Et un peu plus tard, donc, la loi Humphrey en 78 a fixé 4 objectifs à la Fédérale Réserve. 2 objectifs explicites, c'était la croissance et une réduction du chômage. Et 2 objectifs implicites, c'était la stabilité des prix et un bas niveau de taux d'intérêt à long terme. Et la croissance aux États-Unis est quelque chose d'important, mais elle doit être créatrice d'emplois. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si on regarde les comptes rendus du président de la Banque centrale, la Fed Reserve, il fait souvent référence au taux de croissance et au taux de chômage ou de l'emploi, ce qui explique bien que c'est vraiment ces 2 aspects-là qui intéressent la Banque centrale. Bon, est-ce que toutes les banques centrales ont le même degré d'indépendance ou est-ce qu'il y a quand même, j'allais dire, une gamme, une palette de nuances en la matière? Je pense notamment à la sphère émergente. Vous avez l'exemple, par exemple, des banques centrales africaines, Michel. Oui, tout à fait. En fait, on voit que la BCEAO, qui est la banque centrale de la zone UEMOA, ou la BEAC, qui est de la zone CEMAC, ont hérité du modèle français avec un rôle majeur de garantie de la stabilité monétaire qui est liée à la parité fixe avec l'euro. Et leur indépendance est juridiquement encadrée, mais parfois limitée en pratique par des contraintes politiques, on va dire ça comme ça. Et puis, on a la réserve banque de l'Afrique du Sud, qui, elle, est plus proche encore des modèles occidentaux, avec un mandat explicite de stabilité des prix et une indépendance institutionnelle forte. Et c'est ça qui fait qu'elle a une bonne économie, plus ou moins. Et puis, dans plusieurs pays africains, en fait, la mission de financement du développement reste en tension souvent avec l'indépendance monétaire. Et donc, parfois, on n'a pas une indépendance qui soit aussi forte qu'ailleurs. On s'habitue de plus en plus, ces dernières années en tout cas, Michel, à des banques centrales, des grandes banques centrales de plus en plus interventionnistes. Est-ce que chaque crise économique, chaque crise financière est un test supplémentaire pour l'indépendance de ces banques centrales? Tout à fait, tout à fait. Hein. Je dirais que cette indépendance est souvent testée parce que les banques centrales nationales sont souvent impliquées sur des sujets qui ne sont pas strictement monétaires et qui engagent le devenir de la société. Par exemple, en 2008, les banques centrales ont dû dépasser leur rôle classique pour sauver le système financier. Puis elles sont intervenues pour assurer la stabilité financière en agissant sur les marchés avec le quantitative easing, etc. Et puis en 2020, face à la crise du Covid, elles ont toutes coordonné leurs actions avec les gouvernements pour, on va dire, financer, je dirais, cette crise Covid, ce qui a flouté, entre guillemets, la frontière entre l'indépendance monétaire et le soutien budgétaire. Et puis en même temps, plus récemment, avec la crise entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, on a demandé à la demande des gouvernements, elles ont gelé les avoirs de la Banque centrale russe. Okay. Et puis, de plus en plus, avec la transition écologique, etc., on demande à avoir un verdissement de la Banque centrale, de l'action de la Banque centrale en termes de politique monétaire. Et puis, plus récemment aussi, certaines voix se sont, je dirais,
On parlait en fait que pour que la politique la politique monétaire impacte aussi, notamment, fait des choses pour les inégalités. Et donc, on assiste depuis la crise des subprimes, en fait, à une repolitisation, des banques centrales. Est-ce qu'il y a un risque pour les banques centrales à être excessivement indépendantes, Michel? Ah, oui, alors c'est toute la problématique du degré d'indépendance. Si la Banque centrale est trop indépendante, il y a un risque de technocratie qui va la couper des besoins sociaux. Et c'est un peu la critique qui a été adressée à la BCE lors de la crise grecque, où on a demandé plutôt des aspects monétaires sans penser concrètement à la population grecque. Si elle est trop dépendante du pouvoir public, eh bien, il y a un risque d'hyperinflation ou une perte de crédibilité. C'est l'exemple de la Turquie, où le président Erdogan a imposé des baisses de taux malgré l'inflation. Et puis, il y a des cas intermédiaires. C'est le cas de la Fédérale Réserve qui doit justifier ses choix devant le Congrès, de même que la BCE devant le Parlement européen. Et puis, il y a aussi les banques africaines qui doivent, je dirais, expliquer leur action devant les États membres de leur union monétaire. Et donc tout cela fait que, en fait, l'indépendance de la Banque centrale, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle n'est pas assurée, elle est tout le temps mise en tension, elle est tout le temps testée, et il faut que la Banque centrale essaye de tenir cette indépendance. Merci beaucoup, Michel. Merci pour votre éclairage économique mensuel dans Smart Bourse et ce mois-ci autour des banques centrales et du degré d'indépendance des banques centrales. Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui était avec nous en visio pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, à retrouver évidemment en intégralité sur notre site internet bismart.fr ou encore en podcast sur vos plateformes préférées.